Je vous reconnais, Madame la députée de Sherbrooke. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le premier ministre a beaucoup insisté dans les dernières semaines et dans son discours mardi sur le fait que le monde avait changé. Et c'est ça qui semble motiver ses décisions politiques récemment. Le monde a changé. Beaucoup insisté là-dessus. Moi, je suis contente qu'ils s'en rendent enfin compte parce que, pour être honnête, j'ai souvent eu l'impression dans les dernières années qu'ils étaient coincés dans un autre siècle alors qu'on a déjà le quart du 21e siècle derrière nous. Le problème avec son approche, c'est que face à un monde qui a effectivement beaucoup changé depuis le temps qu'il a commencé à faire de la politique, il nous arrive avec les mêmes vieilles stratégies politiques de l'ancien temps. Investir dans l'industrie militaire parce que c'est bien connu, il n'y a rien comme des guerres pour faire rouler l'économie, un vieux classique. Miser sur un développement économique qui repose sur le modèle des villes mono-industrielles parce qu'il n'y a rien comme annoncer des créations d'emplois avec un PDG de compagnie étrangère qui a choisi le Québec après qu'on y ait promis qu'on ne chargerait pas trop cher d'impôts puis qu'on allait réduire les exigences environnementales pour lui, un autre bon vieux classique. Moi, je comprends que des fois, il y a des vieilles affaires qui reviennent en mode. Là, j'ai 3 ados, j'ai vu revenir des affaires là, comme les vinyles, les pantalons cargo. Je pensais pas revoir ça, là. Mais il y a des retours en arrière qui sont un peu plus dommageables que d'autres, on va se le dire. Et ce que nous a proposé le premier ministre dans les derniers mois, et dans les derniers jours en particulier, c'est un retour en arrière qui n'est pas bon pour les Québécois. Oui, le monde a changé et il faut s'adapter à ça. Dans les dernières années, dans les dernières décennies, en fait, on a entre autres compris pourquoi les jeunes décrochaient à l'école et comment faire pour les aider à réussir. La liste des besoins particuliers est rendue pas mal plus longue que quand le premier ministre était ministre de l'Éducation dans les années 90. Le monde a changé, puis maintenant, on le sait, comment aider ces enfants-là à apprendre à l'école puis à réussir. On sait que c'est pas juste des enfants tannants, là, comme ils pensaient au 20e siècle. C'est pour ça que ça prend plus de professionnels, de personnel de soutien dans nos écoles, pas juste des profs. Mais ce changement-là, je ne sais pas si le premier ministre le comprend, parce que ce qu'il a fait dans les derniers mois, c'est de couper en éducation. Pas de service pour les enfants en besoins particuliers, comme dans le temps quand personne ne savait quoi faire avec eux autres, sauf qu'aujourd'hui, on sait quoi faire. Alors, la décision politique de couper là-dedans, elle est pour moi injustifiable. Moi, je voudrais avoir un premier ministre qui reconnaît que le monde a changé en éducation puis qui fournit aux enfants les ressources dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel. Pas un premier ministre qui pense que sa job, c'est de mettre un adulte dans chaque classe puis que le reste, c'est de l'extra dans lequel on peut couper. Puis là, il y a des députés de la CAQ qui vont me dire que le gouvernement, finalement, a réinvesti ce qui avait été coupé. Bien, j'ai vu ça. Mais je sais aussi que bien avant les coupures du début de l'été, il n'y en avait aucune école au Québec qui réussissait à répondre aux besoins de tous leurs élèves. Les familles venaient déjà nous voir depuis des années pour le dénoncer, qu'il n'y en avait pas de service pour leurs enfants, bien avant que la CAQ décide de couper cet été. Il y en avait des milliers d'enfants autistes déscolarisés notamment, puis on en a parlé souvent ici, bien avant que la CAQ coupe, puis il y en a encore. Donc, même si on réinvestit ce qu'ils avaient décidé de couper dans les derniers mois, on n'était pas, avant ces coupures-là, dans une situation où on répondait pour vrai, avec les bons moyens, aux besoins des enfants dans nos écoles. Puis par ailleurs, il n'y a rien qui a été réinvesti dans nos cégeps et dans nos universités, qui sont aussi des endroits où il y a un paquet de jeunes avec des besoins particuliers, qui ont besoin de soutien pour réussir, puis pour pouvoir développer leur plein potentiel, puis contribuer avec ce potentiel-là à la société québécoise. Un autre aspect sur lequel le monde a changé, c'est le vieillissement de la population. La population du Québec n'est plus la même qu'avant, puis elle n'a pas les mêmes besoins, puis ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Et clairement, le système n'a pas suivi ce changement-là, même si on pouvait le voir venir depuis les années 50, on n'est pas encore prêt, malheureusement, pour répondre aux besoins des Québécois qui vieillissent. La proportion, par exemple, des logements et des maisons qui sont adaptés aux besoins de personnes à mobilité réduite, elle est à des années-lumière des besoins qu'on va avoir dans les prochaines années avec le vieillissement. Nos services de transport en commun en dehors des grands centres ne sont pas adaptés aux besoins des personnes qui pourront éventuellement plus conduire ou qui voudront plus conduire un véhicule parce qu'ils ne se sentiront pas assez en sécurité de le faire, mais qui vont quand même vouloir avoir une vie sociale, s'impliquer dans leur communauté puis sortir de chez eux légitimement. Puis évidemment, on n'a pas du tout la capacité en ce moment de répondre aux besoins en soins à domicile et encore moins à l'augmentation des besoins en soins à domicile. Et pourtant, on n'a pas entendu un seul mot du premier ministre sur ces changements-là, qui sont parmi les changements les plus majeurs que traverse le Québec en ce moment, le vieillissement de la population. S'il faut se contenter de ce qui est déjà en place pour répondre
au vieillissement de la population, on a un très, très gros problème. Et je suis convaincue que mes collègues de tous les autres partis s'en rendent compte que dans leur région, il y a des gens qui vieillissent et qui n'ont pas accès à ce dont ils auraient besoin pour répondre à leurs besoins qui évoluent en matière d'habitation, en matière de mobilité et en matière de soins. Une autre chose qui a changé dans les dernières décennies, c'est qu'on comprend mieux que jamais les impacts de la qualité de l'environnement sur la santé. On le sait qu'il y a des produits rejetés dans l'air, dans l'eau, qui peuvent causer des problèmes de santé, pas juste aux travailleurs qui sont exposés, mais à des communautés entières. On sait mieux que jamais à quel point les changements climatiques ont un impact sur la sécurité des gens. On le sait qu'on est de plus en plus exposé à des enjeux comme des refoulements d'égouts suite à des grosses pluies, des inondations, des feux de forêt, des pénuries d'eau, des glissements de terrain, des vents violents, des vagues de chaleur extrêmes. On a tous connu des choses comme ça dans nos circonscriptions dans les dernières années. Aujourd'hui, on le sait qu'on ne peut pas remblayer un milieu humide sans que ça ait des conséquences. On sait qu'on ne peut pas rejeter n'importe quoi dans l'air, dans l'eau. On sait qu'on ne peut pas mettre de l'asphalte partout. On les connaît, les risques, puis on les connaît, les solutions. Puis on a mis en place des règles en fonction de ça. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, le premier ministre, dans son discours? Je vais le citer parce que moi, ça m'a tellement choqué de l'entendre dire ça. Il a dit qu'en environnement, il fallait changer la mentalité d'extrême prudence et accepter de prendre des risques. Mais dans quel monde il vit? On est déjà assez exposé à des risques environnementaux en ce moment pour décider d'en prendre plus. Je ne comprends pas où ce qui s'en va avec ça. C'est quoi? C'est fini le principe de précaution en matière d'environnement au Québec, sur lequel on s'est reposé dans les dernières années? Dans un monde qui connaît aujourd'hui tous les impacts des contaminants sur la santé, qui connaît les impacts de la pollution, de la déforestation, de la destruction des milieux humides, des îlots de chaleur, ce qu'on devrait faire, c'est rehausser les normes, appliquer les bonnes pratiques qu'on connaît, pas diminuer les normes. Le premier ministre nous a dit qu'il faisait ça pour réduire les délais pour l'obtention d'un permis. Mais au prix de quoi il va prendre des risques exactement? Au prix de la sécurité des gens? Au prix des impacts sur leur santé, comme à Rouen, où les citoyens viennent de se faire autoriser un recours collectif parce qu'il y a des mauvaises décisions environnementales, de normes pas assez élevées, qui ont compromis leur santé? C'est des risques comme ça qu'il veut nous faire prendre? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis je pense que les Québécois ne sont pas d'accord avec ces reculs-là non plus. Quand on veut réduire les délais, on ne baisse pas les exigences. On s'assure d'abord qu'on a assez de monde pour répondre à la demande. Puis on s'assure qu'on utilise aussi les bons moyens technologiques, pas des fax puis la poste qui font qu'on perd des documents puis que ça retarde tout le processus. Et à la place, le premier ministre a choisi de mettre à la porte des centaines de fonctionnaires, notamment au ministère de l'Environnement, du Transport, à la CNSST. Puis on nous a dit très, très clairement que ça, c'était juste le début, là, ça s'en vient. C'est un aperçu. Ça, ça va en créer des délais. Il y en a plein des entreprises, des organismes, des citoyens qui attendent des nouvelles de leur dossier puis qui vont attendre encore plus longtemps que leur dossier soit traité parce qu'en ce moment, il y a des centaines de fonctionnaires de moins pour traiter ces dossiers-là. Puis c'était déjà un problème. Il y avait déjà du monde, des entreprises, des organismes qui venaient nous voir dans nos bureaux de circonscription régulièrement parce qu'il n'y avait pas de nouvelles du suivi de leur dossier, que c'était trop long. J'ai vu tellement de fois des CPE qui venaient nous voir parce qu'il n'y avait pas de nouvelles pour le développement d'une nouvelle installation, des entreprises qui avaient demandé une subvention, qui n'avaient pas de nouvelles, des citoyens qui attendent le traitement de leur dossier, notamment en immigration, qui n'avaient pas de nouvelles. C'est de ça dont nos bureaux sont remplis, là. Avec moins de monde dans les ministères et dans nos services pour faire les suivis, ça ne va pas s'améliorer. Ce n'est pas une décision qui permet de réduire les délais. Ça, c'est certain. Je vais conclure en vous partageant ce que moi, j'ai remarqué comme changement aussi dans le discours du premier ministre. C'est qu'à aucun moment, dans son discours, le premier ministre a parlé des enfants. Avant, il en parlait souvent. Il nous disait souvent à quel point c'était important pour lui, qu'il était même en politique pour ça, ça lui tenait à cœur les enfants. Mais il n'y en avait pas un mot sur eux dans le dernier discours du premier ministre. Puis d'ailleurs, il n'a pratiquement pas parlé des Québécois en général. Il a parlé d'économie, mais il n'a pas parlé des gens. Avant, il nous parlait de l'importance de prendre soin des enfants, de prendre soin des aînés, de prendre soin des familles. Puis on ne l'entend plus, ça, dans son discours. On ne l'a pas entendu mardi, en tout cas. Les humains ont été effacés derrière les indicateurs économiques, alors que pourtant, c'est ça notre rôle à nous ici, là. On représente des êtres humains. On devrait prendre la parole pour eux ici. Et peut-être que, justement, l'absence des humains qu'on représente dans le discours du premier ministre, mardi, ça explique l'autre changement que j'ai remarqué,
c'est que les députés de la CAQ sont de moins en moins fiers de tout ça. Moi, pendant des années, à chaque fois qu'ils applaudissaient, là, je voyais, on dirait, les murs tremblaient. Ils applaudissaient tous en même temps. C'était quasiment intimidant tellement ça retentissait fort dans la pièce ici. C'était troublant. C'était troublant. À chaque fois, sur 7 ans, je l'ai vu évoluer, ça. Puis je vous dirais qu'on la voyait, la fierté dans leurs yeux, puis on le sentait, l'enthousiasme. Il y avait un sentiment d'appartenance très, très fort. Ils étaient empressés d'appuyer les discours du premier ministre ou d'un ministre, par exemple, le ministre des Finances au budget. Mais ça, je ne l'ai pas vu mardi. Je ne l'ai pas vu dans le dernier discours. Puis à quelques exceptions près, ça se levait assez lentement. Ça applaudissait très poliment. Puis le changement, il était net. On le sentait que la fierté d'antan s'était un peu évaporée. La confiance aussi. Et c'est peut-être parce que les solutions du premier ministre aux changements qu'il voit autour de lui, c'est pas les bonnes et qu'on est assez nombreux à s'en rendre compte. Quand le monde change, il faut essayer autre chose puis ressortir les mêmes vieilles stratégies politiques que le premier ministre mettait en place quand il était dans les années 90, mais ça nous fait juste tourner en rond, ça ne nous fait pas avancer. Puis au Québec, on a besoin d'avancer en ce moment. Merci. Merci, Madame la députée de Sherbrooke.